Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission avec Jessica Gagnon sur le monde canin de Jessica. Là, je suis en train de tout déparler le titre. Non, c'est encore ça, c'est super bon. Hey, là, on parlait des mythes de tout ce qu'on faisait. Puis ça, on était censé rien que faire une émission avec ça, on est rendu à la troisième. Alors... Il y en a du stock, mais c'est correct. Je pense que c'est le fun de les démystifier. Puis souvent, c'est quelque chose aussi qui va attirer un petit peu plus l'intérêt des gens, parce que souvent, c'est tout aussi des choses qu'on a déjà fait auparavant dans le passé. Donc, d'être capable de les démystifier, d'en parler, je pense que c'est super intéressant. Puis tous les autres sujets qu'on a discutés auparavant aussi. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus des sujets techniques. Oui, c'est ça. Donc, ça peut, ça revient un petit peu au niveau plus comportemental. Mais ça, c'est bon parce que ça donne vraiment une idée. Là, on va y aller avec le prochain qui on parle... Ah, celle-là. Le palais noir équivaut à un pur race. C'est-tu vrai, ça? C'est pas vrai. Souvent, la plupart des gens vont dire « Ah, ben regardez le palais, s'il est noir, c'est un pur race », mais c'est pas vrai. Là, je pourrais pas dire exactement pourquoi et pourquoi certains chiens ont le palais noir. Je sais que c'est par rapport à la pigmentation vraiment de la peau, puis au niveau des muqueuses, mais je pourrais pas dire pourquoi. Je sais pas si les vétérinaires seraient en mesure de nous le dire, mais je sais juste que ce n'est pas vrai parce que j'ai vu plusieurs chiens avoir le palais noir et ne pas être nécessairement pur race. Moi, c'est ça aussi. J'en avais à ma maison, c'était ça. Là. Il y avait le palais noir, mais il semble que c'était un bâtard. C'est comme pas sûr. En tout cas, il était beau. Mais ici, celle-là, ça c'est moi tout ça, c'est... Tu sais, des fois, le chien, je l'ai laissé à la maison. Puis bon, il se venge quand il urine dans la maison. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire ça, exemple, ou qui détruit. Je pense que c'était une des prochaines aussi. Il disait, oui, détruit durant notre absence. C'est ça. Il y en a qui vont dire souvent, mon chien, je suis revenu, là, pour me faire un peu schnout, justement, il a tout détruit dans la maison. Il a détruit mes souliers ou il a uriné dans mes choses. Mais en d'habitude, vrai, il le fait pas, puis là, il le fait. Oui, c'est ça. Souvent, ce que les gens vont associer un petit peu à ça, comme encore le même principe, à un chien qui nous le faire payer, tu sais, qui veut nous le faire payer. En fait, c'est vraiment un chien, souvent, qui fait de l'anxiété de séparation. Donc, l'anxiété de séparation, ça se développe un peu par association parce que le chien comprend que quand on s'en va, il perd nous. Puis souvent, comme nous, on est associé à toutes les ressources, donc le jeu, la nourriture, sortir à l'extérieur, les privilèges, bien là, tu sais, il perd tout. Donc, puis les chiens, exemple, déjà à la base, qui sont plus anxieux, qui sont plus dépendants affectifs, qui sont plus, qui ont plus de moins de confiance en eux, bien souvent, c'est des individus aussi qui vont avoir tendance à faire plus d'anxiété de séparation. Donc, souvent, l'anxiété de séparation, ça se développe vraiment parce que le chien associe que quand on s'en va, il perd ses ressources ou il perd justement son maître, etc. Donc, il finit par associer l'absence négativement et c'est là que l'anxiété de séparation se développe durant l'absence. Et quand le chien est anxieux, évidemment, n'importe quel individu ne veut pas rester anxieux. Tu sais, souvent, les personnes, exemple, qui sont anxieuses vont justement avoir les ongles ou vont avoir des manies. Bien, ça, c'est des manies que le corps a un peu comme créé pour être capable d'un peu de se défaire du stress de cette anxiété-là parce qu'il n'y a aucun être vivant au niveau de nos fonctions. C'est pas bien de rester dans un état de gros stress. Le stress, c'est bon pour l'apprentissage, mais pas un gros stress et ni une anxiété, puis pas sur un long terme. Donc, le chien, c'est un peu le même principe. Il va effectuer des comportements, souvent soit de destruction pour essayer de s'apaiser. Donc, le chien est anxieux, stressé face à notre absence. S'il n'y a pas d'autres outils, justement, sur lesquels se référer, il va souvent faire de la destruction pour essayer de s'apaiser. Des fois, ça peut être relié à de l'ennui. Donc, l'ennui, le chien n'a rien à faire, va se mettre à détruire des choses. Il est renforcé parce que là, ça y fait de quoi faire, il évite l'ennui. Donc là, plus il est renforcé, plus il est tenté à le refaire de nouveau. Il y a des chiens qui vont le faire juste par stress pour se défaire de ce stress-là. Donc, souvent, c'est d'y apprendre que justement, il y a des outils adaptés sur lesquels il peut se défaire. Mais autre ça, souvent, c'est de changer son émotion puis son association par rapport à l'absence et l'associer positivement. Donc, que le chien associe un peu le même principe que finalement, c'est payant quand on s'en va. Donc, moi, durant mes absences, mes chiens, je leur donne plein de choses qui ont exclusivement durant l'absence. Donc, ce qui fait que mes chiens, finalement, au lieu, oui, c'est plate, je m'en vais, mais je vais avoir mon os que j'ai jamais, sauf quand ma maîtresse s'en va, ou mon jouet, ma balle que je capote bien raide, que j'ai juste quand ma maîtresse s'en va. Mais c'est important que ça soit des trucs que le chien adore et qu'il a principalement que durant l'absence. Parce que si, exemple, il y a sa balle ou son os dans plein de situations où que je suis présente, bien là, il finira jamais par créer l'association. Puis souvent, les gens là, vont dire, bien moi, je donne plein de trucs quand je m'en vais. Bien, il est quand même
même anxieux, il détruit plein d'affaires sauf ses outils, bien là, c'est parce qu'on travaille aussi un peu trop par privation, saturation, dans le sens que si le chien l'a tout le temps, même dans son environnement, quand je suis là, bien de un, comme il l'a tout le temps, bien il est saturé, fait que même quand il s'en va, bien il n'a rien à foutre de ses jouets, puis de deux, comme il les a autant quand tu es là que tu n'es pas là, bien il ne crée pas l'association finalement que, hey, cette affaire-là que j'aime full, je l'ai juste quand mon maître s'en va, parce qu'il l'a même dans des occasions où vous êtes là. Fait que souvent, c'est vraiment de rajouter des trucs que notre chien adore durant notre absence pour, de un, rendre l'absence positive. J'ai jamais pensé à ça, mais t'as et raison. de deux, les garder pratiquement que pour ça. Comme ça, là, comme le chien les a pas toujours, on travaille un peu avec l'effet de privation. Donc là, les outils prennent la valeur à ses yeux. Déjà qu'ils adorent, ben là, il les a jamais, fait qu'il capote bien raide dessus. Puis quand il les a, ben il en profite parce que même s'il est un peu anxieux, ben je l'ai juste mon os ou ma balle quand il est pas là. Fait que si je veux en profiter, c'est là ou jamais parce que quand il revient, l'outil disparaît. Donc, c'est un petit peu, ça, c'est sûr, c'est rapidement aussi parce que même un peu le même principe, je peux faire des consultations sur l'anxiété de séparation pendant 2-3 heures pour donner plein d'outils, puis travailler plein de thérapies, monter des thérapies comportementales, etc., pour venir à changer l'émotion, changer l'association, apprendre des comportements qui sont plus appropriés au chien au lieu de détruire, etc., tout ce qu'il trouve. Donc, détruire les trucs qui sont appropriés, mais ça reste quand même que ça, c'est des petits trucs rapides au niveau, mais c'est pas, le chien essaie pas de nous faire chenoute parce qu'on est parti 2 heures puis il veut nous faire payer. Ce qu'il veut, c'est vraiment, en fait, se défaire du surplus d'émotions ou, exemple, s'occuper parce que là, il y a de l'ennui à travers ça. Donc, j'essaie aussi d'ajouter une diversité. Comme ça, bien, tout le monde est content. Moi, mon chien, je le sais qu'il s'ennuiera pas. Il y a plein de choses le fun à faire. Fait que moi, je me sens moins mal de m'en aller. Puis je le sais qu'au moins, il va le faire s'il y a un petit stress ou peu importe quoi. Puis il va s'occuper sur des activités qui sont adaptées puis qui sont correctes pour lui au lieu de le faire sur d'autres choses que je voudrais pas. Donc, tout le monde y trouve son compte. Puis au niveau de la malpropreté, souvent, si on voit un chien qui est souvent malpropre, s'il l'est durant notre présence, bien là, c'est pas nécessairement de l'anxiété de séparation. Ça peut être juste un problème de malpropreté qu'on doit travailler. Ça peut être par rapport aussi de santé. Il peut y avoir des chiens, exemple, les chiens qui sont vieux, peuvent avoir de la difficulté à se retenir. Il peut avoir ou un tout petit chien. C'est sûr que le petit chien, moi, exemple, mon teckel, si je pars 8, 9, 10 heures, c'est sûr que je mets des pipi-pads puis je l'ai appris à être propre sur des pipi-pads parce que ça reste un petit chien. À un moment donné, il n'y a pas la vessie de mon gros chien. Je peux pas lui demander à un moment donné de se retenir pendant 10 heures. Quand même, moi, j'ai de la misère à me retenir pendant 10 heures puis j'ai toute conscience de ça. Donc, il peut y avoir plein d'autres causes aussi à travers ça. Mais si le chien est que malpropre durant nos absences, bien là, ça peut être plus relié à de l'anxiété de séparation et des chiens qui ont tellement le stress là, par rapport à l'anxiété de séparation élevé que le transit va tout travailler plus vite. Puis ça, c'est n'importe quoi. Quand nous, on est stressé, on est surexcité, on est anxieux, le transit va travailler beaucoup plus rapidement. Donc, le chien qui est capable normalement de se retenir, exemple, pendant 6-7 heures, bien, durant notre absence, il n'est pas capable de se retenir plus d'1 heure parce que tout travaille plus rapidement. Donc, ce qui fait que le chien n'est plus capable nécessairement de se retenir autant longtemps que normalement. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs causes. C'est d'identifier ça. C'est pour ça que je dis c'est toujours du cas par cas. C'est vraiment chaque histoire n'est pas pareille à une autre. Il peut y avoir plusieurs causes à travers ça. Mais un chien qui est souvent malpropre durant simplement nos absences, ça peut être relié, comme je dis, soit à un problème de santé, soit il n'est pas capable de se retenir aussi longtemps. Donc, on va trouver justement d'autres comme je dis, les pipi-pads, donc solutions pour remédier quand même au problème, puis que le chien puisse quand même reproduire ses besoins, puis tout ça, aller évidemment faire ses petites besognes, mais puis être bien aussi à travers ça, là, parce que c'est pas le fun pour le chien d'être obligé de se retenir 10 heures si depuis comme ça fait 2 heures déjà qu'il a vraiment, vraiment envie, tu sais. Puis en même temps, bien, au moins, on va pouvoir travailler ça, puis si c'est relié à de l'anxiété de séparation, en changeant l'émotion, l'association, la malpropreté devrait disparaître une fois que le stress puis l'absence est associé différemment. Avant de sauter à l'autre, j'en ai justement... on m'a déjà dit un exemple que tu pars 4 heures, que tu pars 6 heures, que tu pars 2 heures. Le chien ne fait pas la différence du temps. Vrai ou faux? C'est vrai, dans le sens où le chien n'a pas la même notion du temps que nous. Parce que, tu sais, exemple, il ne peut pas savoir, là, en ce moment, il est 13 heures, mais il y a quand même une certaine notion, dans le sens, il sait quand ça fait 2 minutes que tu es parti versus 2 heures, tu sais. Fait que, mais après ça, est-ce que ça fait 2 heures et 5 minutes au lieu de 2 heures? Là, il n'est pas capable, tu sais, il n'a pas la même notion que nous, mais tu sais, quand même de savoir un petit peu, il y a une certaine notion, mais pas aussi poussée que nous. Fait que je dirais que c'est comme vrai et faux en même temps, là, ça dépend vraiment. OK. Ah, c'est bon à savoir. Jouer à tirer une corde augmente l'agression. On voit souvent ça, les gens vont dire « Ah, je joue pas avec des cordes, c'est pas avec des toutous parce que justement ton chien va devenir agressif. » C'est pas vrai
Par exemple, il y a un bémol que je vais mettre là-dessus. Le chien, en fait, c'est sûr que si pourquoi que le chien adore tirer après la corde? Souvent, c'est à cause de l'instinct de prédation. Donc, c'est sûr que si j'apprends au chien à tirer, puis que je lui apprends pas des commandes d'arrêt, je lui apprends pas des autocontrôles dans le jeu, j'y apprends pas à donner le jouet, ben oui, ça peut en faire une arme. Parce que là, s'il associe que quand je pogne de quoi, je shake ça, puis je le lâche pas, puis j'ai pas aucun autocontrôle, puis je t'arrache ça, ben c'est sûr que ça, Manny, il pogne le bras d'un enfant parce qu'il pense que, je sais pas, parce qu'il y a un instinct de prédation, parce qu'il veut juste jouer, puis il va avoir tendance à reproduire le même comportement, puis là, ça peut devenir à risque et ça peut engendrer des comportements agressifs parce que le chien, sa séquence de prédation peut exemple, s'enclencher par rapport à un stimuli, un déclencheur qui arrive soudain. Et là, le chien, comme on l'a vu dans mes autres podcasts auparavant, bien, la séquence de prédation, chez certains individus est coupée, d'autres, elle est complète. Donc là, ça va vraiment varier d'un individu à d'autres. Mais c'est sûr que, oui, ça peut devenir à risque et dangereux si on fait des jeux, exemple, de tir à la corde, de tug, etc., et qu'on ne travaille pas le chien à apprendre à arrêter sous commande, à travailler des autocontrôles, à prendre le jeu de la bonne manière, à s'arrêter, qu'on fait pas des pauses dans les moments de jeu, etc. Là, ça peut devenir problématique. Mais quand c'est bien fait, justement, puis qu'on instaure des bons autocontrôles, des bons focus, qu'on apprend au chien une commande d'arrêt, qu'il sait se contrôler dans le jeu, ça peut être un outil formidable pour apprendre justement des focus, des super bons autocontrôles, notre commande d'arrêt et renforcer le chien à apprendre plein de bons comportements, justement, dans une activité qui est appréciée de lui, puis qui est adaptée aussi pour, justement. Donc, c'est vraiment une activité formidable, mais il faut que ça soit bien travaillé de la bonne façon, parce que sinon, oui, ça peut venir à risque dans certaines situations par la suite. Ah, là, oui. OK. Super intéressant. Qu'on doit punir un chien qui grogne pour lui montrer qui est l'alpha. Je pense qu'on avait déjà glissé un mot. Oui, c'est un peu, ça revient dans le même principe de ne pas punir un chien qui grogne parce que le chien ne veut pas nous dominer quand il grogne, il démontre un inconfort. Là. OK. Comme on a parlé auparavant là, au niveau des autres mythes. Là. OK. Respect, obéir, OK. L'entraînement au renforcement positif ne fonctionne qu'avec les petits chiens faciles et normaux. Souvent, on va entendre ça un petit peu chez les gens qui vont utiliser des techniques plus coercitives, qui n'ont pas le même mode de pensée que les gens qui vont travailler vraiment en renforcement positif. Donc, ils vont dire, bon, ben ça marche chez des petits chiens qui n'ont pas vraiment de caractère, puis ces choses-là. Mais en fait, c'est faux. Ça fonctionne avec tous les chiens. Et la preuve même, c'est que je travaille qu'en renforcement positif et j'ai beaucoup rééduqué de chiens. Et tous les chiens que les gens ont tendance à dire qu'il y a un gros caractère, souvent, ça va être les chiens un peu plus de race qu'on voit là, souvent qu'on entend, que ce soit Doberman, Rottweiler, berger allemand, etc. Mais c'est faux parce que justement, sinon, ben, ça n'aurait pas fonctionné. Puis ça fonctionne avec ces individus-là. Donc, c'est faux de croire que le renforcement positif ne va fonctionner qu'avec des chiens à bas caractère. C'est quoi qu'on appelle un renforcement positif? Bien, on va le voir, là, soit là, si on a le temps, ou à la prochaine podcast. Mais en fait, un renforcement positif, c'est vraiment de renforcer positivement le chien dans un comportement. Donc, comme il est renforcé, il va avoir tendance à le reproduire de nouveau. Là, OK. La punition est efficace, vrai, mais elle amène des effets secondaires. Le chien va moins initier, moins essayer des comportements. Oui. Ça, en gros, c'est que c'est de faire un peu l'effet inverse. C'est que souvent, les gens vont dire « Ah, utiliser la punition, ça marche à tout coup. » Oui, ça marche, puis rapide. Dans le sens que, tu sais, si le chien, quand il jappe, j'ai un collier électrique, puis je donne un bip quand il jappe, c'est sûr que ça se peut que ça ait tente moins de japper rapidement que si j'y apprends à l'aide du renforcement positif, que quand tu jappes pas, c'est payant. Bien, si tu jappes, c'est pas payant, fait que tu n'obtiens rien. Ou, mettons, je te mets en retrait, ou je te permets, exemple, je me mets devant toi, donc tu n'as plus accès à la fenêtre, exemple. Mais c'est faux de croire que des techniques coercitives vont plus fonctionner en utilisant la punition, parce que souvent, la punition va rempirer les comportements agressifs, va rempirer aussi l'incompréhension chez le chien, et souvent, un chien va agir plus parce qu'il a peur de représailles. Donc, oui, les techniques coercitives, ça fonctionne, sauf que souvent, ça peut venir à rempirer les problématiques, et de deux, moi, ce que je veux, c'est moi, je veux un chien qui travaille par plaisir puis par envie et pas par obligation puis par peur. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que je veux que mon animal, dans le fond, le fasse par envie, par plaisir, puis parce qu'il aime ça, puis ça lui permet de combler ses besoins essentiels, puis que, tu sais, il le fait vraiment parce que ça y tente, ou il le fait juste parce que, justement, il a peur de représailles, ou il a peur de douleur, ou il le fait par obligation.
obligation. Puis un chien quand on utilise des méthodes coercitives, ce qui arrive, c'est que le chien va le faire juste qu'on va lui demander. Parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il ne veut pas éprouver de la douleur. Tandis que, fait qu'il va le faire juste quand tu vas lui demander, puis il le fera pas par plaisir. Tandis qu'un chien, quand tu y apprends à l'aide du renforcement positif en utilisant des techniques qui respectent plus l'animal, bien, il va le faire par plaisir, puis il va te le faire même quand tu lui demanderas pas, parce que c'est payant pour lui de le faire. Fait qu'elle est vraiment là, la différence. Mais oui, peuvent fonctionner les techniques coercitives. Pour fonctionner, ça marche. Comme toi, si je t'apprends que si tu fais pas ça, je te fais mal, bien, c'est sûr que tu vas le faire rapidement, un peu comme si on parlerait de l'esclavage. Ça fonctionnait, l'esclavage, mais est-ce que c'était vraiment éthique? Est-ce que c'était vraiment ça? Puis est-ce que les gens travaillaient s'il n'y avait pas le choix? Puis ils n'étaient pas obligés? Puis ils essayaient-tu de se sauver puis de trouver par tous les moyens Puis on venait un peu, c'est un peu le même principe. Souvent, les techniques coercitives vont venir à vraiment inhiber les comportements du chien. Donc, le chien ne voudra plus rien essayer parce que chaque fois qu'il tente quelque chose, il est puni. Donc, souvent, ça va faire un chien qui se renferme sur lui-même puis qui tente plus rien. Puis quand il tente plus rien, ben là, on n'a pas un chien, justement, qui va essayer de trouver la solution, qui va apprendre plus rapidement. Donc, moi j'aime vraiment utiliser des techniques de renforcement positif parce que, justement, je veux que le chien ait le désir de le faire par plaisir et tout ça. Et parce que je trouve que, ben, les chiens, pour moi, c'est comme mes meilleurs amis. Donc, je veux qu'ils le fassent vraiment par envie, puis pas parce qu'ils ont peur de moi, puis parce que je les oblige sous forme de douleur ou de contrainte. Là. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ce que les gens aussi ont été un petit peu plus, visent vers les méthodes un peu plus de renforcement positif, parce que justement, les gens, bien, comme je l'ai dit auparavant, bien, ils voient plus leur chien vraiment comme, tu sais, pour garder la maison, puis comme une utilité. Ils le voient vraiment comme un membre de la famille. Donc pour eux, je pense que maintenant, on a vraiment l'ouverture à ce que les gens veulent combler les besoins de leur chien, veulent un chien qui est bien, qui a un certain bien-être, qui est équilibré, qui est heureux. Ils ont à cœur ça. Donc, je pense que c'est là l'importance aussi. Puis, c'est aussi d'utiliser des techniques qui sont, je crois, plus humaines, qui sont plus éthiques aussi. Puis, je pense que ça, c'est important dans tout. Et quand on vise sur les méthodes coercitives, c'est des méthodes souvent qui étaient axées sur les premières méthodes au niveau, dans le temps de la guerre. Donc, où on devait écouter, puis tout le monde marchait droit, puis c'était ça, puis c'était ça. Donc, c'est un petit peu sur ces techniques-là, en fait, que les techniques coercitives ont vu le jour et se miser un peu plus sur Hitler aussi, puis ces choses-là. Là. OK. Puis c'est un peu comme un chien de traîneau. On dirait un chien de traîneau, moi je regardais ça, je dis, pauvre chien, ça a l'air. Ils ont l'air, mais moi, comme qu'on m'a dit, non, ils sont heureux, ces chiens. Ah ouais, ils sont heureux, puis quand tu les vois, moi j'ai oui. travaillé pour une pourvoirie qui avait plus d'une centaine de chiens de traîneau. J'ai travaillé là pendant 2 semaines, je faisais un stage, puis c'est fou de les voir, là, dès qu'ils me voyaient arriver avec le harnais ou quoi que ce soit, ils étaient même pas, puis ils capotaient, ils viraient tout fou. D'un, ils créent l'association, ils savent que, bon, ben qu'est-ce qui va amener à aller se promener, puis tout ça, puis à aller couvrir du territoire, à faire en fait leur travail vraiment, avec le mocheur, etc., qui est vraiment leur guide. Mais ils adorent ça. Ils ont été sélectionnés génétiquement à leur trait pour aimer ça. Donc, ils ont un intérêt envers ça. Puis, ils sont auto-renforcés quand ils font ça parce que ils ont été programmés pour faire ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils adorent. Puis, souvent, la plupart des mocheurs vont vous le dire, ils n'ont pas nécessairement... Oui, il y a un certain entraînement qui se fait à apprendre aux chiens quand même à écouter les commandes. Tout ce qui est le G, là, donc aller à droite, à gauche, etc. S'arrêter, repartir. Là, je connais pas toutes les commandes. Là, je ne suis pas non plus spécialisée en sport canin et tout ce qui touche aux chiens de traîneau. Mais souvent, à part la base, souvent, c'est déjà génétique et instinctif chez le chien. Et il y a déjà un intérêt envers ça. C'est pour ça que souvent, ce type de chiens-là vont être plus faciles à dresser, à éduquer pour ce type de travail-là, parce qu'ils ont déjà une génétique, ils ont déjà de l'intérêt envers ça. Ils aiment couvrir du territoire, ils aiment faire des sports de traction, ils aiment se déplacer en meute, etc. Donc, oui, le chien a vraiment un intérêt envers ça, puis il adore ça. Là. Donc, il ne le fait pas par... C'est ça la différence entre travailler parce que tu n'as pas le choix ou esclavage vraiment travailler parce qu'ils aiment ça. Puis pour eux, dans le fond, c'est même pas, moi je dis travailler, mais c'est même pas travailler. Là. Pour eux, c'est une activité plaisante. Puis ils t'en donneraient sans fin. Tu sais. OK. Bien, c'est ça, là. Donc, c'est ça la distinction entre, justement... entre travailler et le faire par plaisir, en fait. Là, tu sais, là. C'est ça. Donc, moi, je veux vraiment motiver le chien puis qu'ils veulent le faire vraiment par envie. Puis d'où l'importance aussi de comprendre aussi que nous, en étant intervenant en comportement canin, ce qu'on veut, en fait, je suis pas dresseur non plus. Donc, moi, mon but, c'est pas que le chien écoute au doigt et à l'œil puis dès que j'y demande à la seconde près. Moi, mon but, je suis intervenante en comportement canin, donc c'est d'avoir des chiens qui sont équilibrés, qui sont heureux puis qui savent vivre, qui savent s'adapter dans une société humaine et justement un peu aussi d'éduquer aussi, comme je dis, la population, etc., sur c'est quoi un chien,
canins, la sensibiliser sur le comportement, sur la prévention de morsures, etc. Mais le but premier d'un intervenant en comportement canin, c'est pas d'être un dresseur, c'est pas d'être un manipulateur. Pas manipulateur, mais un maniement, les autres qui manient les chiens, exemple, comme vraiment qui font vraiment du travail, comme exemple les chiens de policier, ces choses-là. Nous, c'est vraiment juste d'éduquer un chien à ce qu'il soit capable de vivre en société humaine, puis qu'il ne soit pas un fardeau, et surtout qu'il soit sécuritaire, comme je l'ai dit, pour le public. C'est bien dit, ça. Oui. Fait que c'est vraiment là-dessus. Donc, oui, évidemment, j'en fais. S'il y en a qui veulent faire du dressage avec leur chien, j'en fais. Puis je suis capable aussi de tout faire ça. Mais moi, ma notion, c'est pas qu'un chien écoute au doigt à l'œil, c'est d'avoir un animal qui est facilement adaptable, puis qui est capable que justement, exemple, que toi, avec tes chiens à la maison, bien, que tu aies du plaisir avec eux, puis qu'ils ne soient pas un fardeau, puis que justement, bien, au niveau de ton quotidien, bien, que ça soit plaisant, puis que ça soit, tu n'as pas de stress avec tes animaux, qu'ils soient agressifs ou qu'ils soient réactifs ou qu'ils aient tendance à pas être capable de s'adapter à ton environnement puis à mener la vie dure. Là. Mais mon but, c'est pas que le chien écoute au doigt à l'œil, évidemment. J'en aurais un autre. Moi, c'est parce que j'ai vu ça, c'est, mettons, un chien perd son maître décède, le chien se laisse mourir. C'est-tu vrai? Est-ce que ça peut être vrai? Ça peut être vrai dans certains cas. Le chien, à la base, a vraiment une capacité adaptative énorme. Donc, la plupart des chiens vont être capables de s'adapter à une nouvelle vie. Des chiens que, comme j'ai dit, ceux qui ont une moindre capacité d'adaptative, ceux qui sont plus dépendants affectifs, souvent, ça va être des individus, comme j'ai dit, qui sont un petit peu moins confiants sur d'eux. Là, oui, ils vont se référer beaucoup à leur maître, ce qui fait qu'évidemment, c'est comme un peu leur référence. Donc, dès qu'elle n'est plus là, surtout, c'est en plus, c'est le maître qui apportait tout. Donc, moi, c'est important aussi quand même que je laisse aussi un pouvoir au chien. Donc, c'est pas moi qui lui apporte toute sa nourriture, qui lui apporte tous ses besoins. Parce que sinon, dès qu'on n'est plus là, bien, l'animal, c'est plus être un chien à la base. Tu sais, je veux pas que le chien soit dépendant de moi, puis que si je suis plus là, il sait plus quoi faire, puis il sait plus kicker, puis il n'y a plus de vie, là. Parce que ça, c'est vraiment... les gens trouvent ça cute en soi, mais en vrai, c'est pas cute pantoute, là. Puis le chien, ça reste un chien. Comme toi, tu es un individu apparemment à propre entière. Même chose pour moi. Donc, je pense qu'il ne faut pas dépendre d'un autre individu parce que là, dès que l'autre individu vient, ça devient vraiment difficile pour l'animal. Puis c'est quelque chose de vraiment triste en soi. Mais est-ce que ça se peut? Oui. Ça se peut dans certains individus comme ça. Là. Exemple, quand on a un individu, justement, comme je l'ai mentionné, qui est vraiment plus dépendant affectif, qui a moins de confiance en lui, qui dépend vraiment de nous parce qu'il nous a associés à tous ses besoins essentiels. En plus, on avait un lien énorme avec cet animal-là. C'est un animal qui est vraiment, qui est plus rapporté à nous. Oui, ça se peut, mais je te dirais que la plupart des chiens ont vraiment une capacité adaptative de fou, donc vont être capables de s'adapter à de nouvelles personnes, puis ils vont être capables de faire fi de ça, de surmonter un peu cette épreuve-là, puis d'être capable de vivre autrement. Puis les chiens ont vraiment des belles capacités aussi à être capables de passer à autre chose. Fait que je pense qu'ils ont aussi plein de belles leçons à pouvoir nous apprendre quand on se met à vraiment les regarder. Ce qui m'étonne des fois, c'est qu'ils ont un bon laisser-aller. On le voit, c'est que une personne décède, le chien, écoute, ça va s'asseoir sur sa tombe. Fait que donc, comment qui c'est qui est là? L'odeur. Ah oui, ça reste tant que ça? Je pense que oui. L'odeur, puis après ça, il a peut-être associé, l'odeur reste pas éternelle, mais probablement qu'il a associé cet endroit-là à l'odeur de son propriétaire, ce qui fait que l'association est là, donc continue d'y aller. Ah, OK. Je crois, mais tu sais, encore là toutes ces mesures-là, c'est quelque chose de quand même ambigu. Fait que même moi, je suis à me poser des questions sur le même sujet que toi, puis c'est un sujet qui est super intéressant, puis... Mais c'est pas un sujet que je serais prête à dire à 100% de tout doute que c'est ce que je crois. Parce que c'est ça. Là, au niveau, je pense même des émotions, au niveau des chiens, encore ça, on est encore scientifiquement parlant en train d'étudier tout ça. Donc, donc, ça peut être scientifique et mystique. Oui, aussi. Fait que même moi, je me pose encore des questions à travers tout ça, mais je sais que le chien est capable quand même de s'adapter puis de faire fi parce qu'on le voit, il y a beaucoup de chiens, exemple, qui subissent des abandons, qui subissent des traumatismes, ces choses-là, puis ils arrivent à revivre leur vie. Puis c'est ça qui est le fun avec le chien, c'est la belle capacité qu'il a de laisser aller, puis de passer à autre chose, puis de faire fi de tout ça, un peu comme les chiens qu'on voit, exemple, qui se font amputer un membre, puis qui arrivent à surmonter tout ça. Ouais.
Donc, le chien a vraiment une belle capacité de vivre sur le moment présent, quelque chose qui peut vraiment nous apporter des belles leçons. Il ne vit pas nécessairement dans le passé ni dans le futur. Donc, il ne se souvient pas que, mes 10 premières années de vie, j'avais mes 4 pattes, je pouvais courir. Puis, tu sais, il y a vraiment une belle résilience. C'est ça le mot que je voulais trouver. Puis, c'est quelque chose, je pense, qui peut nous apporter beaucoup. Puis, ça, on apprendrait justement à plus écouter nos chiens, à plus les observer, à plus les comprendre. Bien, ils sont capables de nous apporter de très belles leçons à tous ces niveaux-là. Autant au niveau du consentement, de la résilience, au niveau du pardon aussi, au niveau de passer à autre chose, de vivre dans le moment présent. Hey, c'est donc beau. J'aime ta philosophie. Les loups, les chiens, mettons les chiens et les loups. Un moment donné, un loup, t'entends hurler un loup, le chien répond. C'est-tu vrai? Ils répondent. Des fois, il y a des chiens qui hurlent. Oui, il y a des chiens qui hurlent. On va remarquer que la plupart des chiens qui hurlent, souvent au niveau des races, ça va être justement les races qui sont un petit peu plus primitives, donc qui ont un instinct un petit peu plus rapproché avec leurs ancêtres. Donc, vont garder cette capacité-là là, avec au niveau du hurlement. Donc, peuvent, oui, en certaines mesures, se comprendre et vouloir répondre à l'autre individu. Certaines génétiques aussi. Les gens, exemple, que leurs chiens ont une génétique, exemple, puis que c'est des chiens qui vivent dans des communautés ou ces choses-là, ou sont plus rapportés à la nature, ces choses-là, vont plus garder cette capacité-là. Puis encore là, certains autres chiens, comme les races, exemple, comme j'avais dit, les beagles qui hurlent, parce que c'est instinctif chez eux au niveau du chien de chasse, au niveau de leur travail, bien, c'est des chiens qui ont gardé cette capacité-là aussi, donc vont le faire souvent dans certaines circonstances, etc. Mais c'est vraiment du cas par cas, comme les chiens qui voient la TV, puis il y en a d'autres qui ne la voient pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Aussi, donc, ou qui se voient dans le miroir, puis d'autres qui ne se voient pas. Là-dessus, je ne pourrais pas nécessairement répondre pourquoi. Je sais qu'ils peuvent l'apprendre par observation, parce que moi, mes autres chiens que j'ai eus auparavant n'ont jamais remarqué ça, ou du moins, soit ils l'ont remarqué puis s'en foutaient. Ça, je pourrais pas dire soit ils le voient puis c'est juste qu'ils n'ont pas d'intérêt envers ça, ou soit il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Mais dans tous les cas, en tout cas, moi, tous mes autres chiens, depuis que j'ai Zora, donc j'ai eu Snoopy, j'ai eu Jack, j'ai eu Milo, ils voient toute la TV, ils se voient tous dans le miroir, et je suis sûre qu'ils l'ont appris par Zora, par observation. Parce que je suis sûre que si j'aurais eu ces individus-là, à part sans Zora, probablement que ça se peut qu'il y en ait un aussi qui l'aurait vu, mais je suis pas mal certaine qu'ils ne verraient pas tous leurs reflets autant dans le miroir, ou ils ne verraient pas toute la TV, ou on porterait une attention particulière. Donc là, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a un apprentissage par imitation, observation, mais ça, je ne pourrais pas dire exactement là, pourquoi il y en a qui le voient, ou peut-être qu'ils le voient tout, comme j'ai dit, et qu'il y en a qui ont un intérêt, puis d'autres pas du tout. Là, ben là, moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'écoutais de quoi à la TV, puis là, mon chien était assis à côté de moi, puis il semblait regarder la TV. J'ai pas réfléchi, changer de poste. Hey, le chien me donne des coups de patte, voyons, je leur mets au mot de poste, OK, il se réinstalle. Ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. Ben oui, ça se peut. Je me suis dit, wow! La mienne, ça voit les chiens. Fait que là, elle va être vraiment plus réactive quand elle voit les chiens à la TV. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, c'est juste moi sur mon sel, puis j'étais en mode photo. Fait que là, je l'ai mis devant Zora, puis elle se voyait. Fait que là, elle se regardait. Mais je sais que les bergers, comme je l'ai dit auparavant, c'est des chiens qui ont été sélectionnés génétiquement pour être beaucoup plus alertes, puis un peu plus rapportés à leur environnement, donc plus sensibles à leur environnement. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi que ces types de chiens-là voient plus ce truc-là, où on porte du moins plus attention, parce que justement, ils sont plus sensibles à tout ce qui se trouve autour d'eux. Mais encore là, moi, c'est une supposition que je lance. Hey, bien intéressant. Méthode d'entraînement à privilégier, les approches, apprentissage, etc. C'est de ce dont on va parler à la prochaine émission. Merci beaucoup, Jessica. Ah ben, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Salut tout le monde.